C'est enfin le début de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Franchement, quel plaisir de retrouver Eren et Mikasa et Armin. Bah en fait, non, pas du tout, on les a pas retrouvés, mais cet épisode était excellent. Mais on va voir ça juste après le générique. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour une review du premier épisode de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, la saison finale. Alors cet épisode, il se nomme De l'autre côté de la mer. Et c'est vrai que, en fait, cet épisode, je pense que tu peux beaucoup plus l'apprécier si tu viens tout juste de terminer la saison 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, les plans, ils se répondent. On terminait la fin de la dernière saison avec un Eren qui pointait au loin la mer. De l'autre côté de la mer, ce qui se passait, il se demandait si... justement, la guerre allait continuer, s'il y allait encore avoir des conflits, s'il réussissait à annihiler les gens qui se trouvaient de l'autre côté de la mer. Et là, on se retrouve avec Falco, un nouveau personnage qui lui aussi pointe sa main, mais là, vers le ciel. Et l'animation était juste excellente. Il y a eu tout le changement de studio et c'est vrai que ça pouvait faire peur puisque maintenant c'est le studio MAPPA qui s'en occupe et il est déjà sur la très grosse série Jujutsu Kaisen. Non mais la scène avec Reiner, franchement c'était ouf, juste magnifique. D'ailleurs l'opening, j'en parlerai avec une vidéo dédiée parce que je pense que ça fait débat et je pense que ça a pas trop sa place pendant cette review d'épisode. Donc on commence l'épisode avec Falco qui est totalement déstabilisé et c'est un assez bon moyen de nous expliquer en fait comment tout ce qui est en train de se dérouler et on apprend qu'il y a un gros conflit entre les Mars et le Moyen-Orient. T'apprends vraiment que le monde au-delà de la mer en fait, au-delà de l'île du paradis, c'est vraiment un monde complexe et qui ressemble assez au nôtre où tu vois qu'il y a même du droit international, sauf que le conflit il a commencé, pourquoi? Parce que la nation de Mars a perdu énormément de force en perdant le titan féminin et le titan colossal. C'est vrai que leur force elle repose principalement sur ça, même si ils les considèrent comme des démons. Et l'horreur de la guerre, elle est super bien retranscrite. Franchement, cet épisode, il peut être marquant même juste pour ça. Parce que quand tu vois les Eldiens qui sont en train, ils arrivent même plus à boire leur gourde, ils sont en train de trembler, tu te rends compte que là, ça y est, SNK, ça passe à un autre niveau. On n'est plus dans le shonen où tout est épique, mais on est dans un truc vraiment déstabilisant, assez choquant. Et le pire, bien évidemment, c'est pour les Eldiens qui sont vraiment considérés comme de la chair à canon. Tu les vois, ils sont envoyés en première ligne, ou même parfois ils sont utilisés en tant que kamikazes avec des ceintures explosives. Franchement, c'est très très chaud pour ce peuple. Et c'est bien parce que ça nous remet vraiment bien dans le contexte. Et c'est vrai que toute l'imagerie avec des tranchées, ce terrain... tout vide et tout, c'est assez déstabilisant. On n'est plus dans cette guerre contre les titans qu'on avait l'habitude de voir. Donc on apprend aussi qu'il y a un successeur au titan bestial, parce que je vous rappelle que normalement, une fois qu'on a mangé un autre titan, enfin qu'on a le pouvoir d'un des 9 titans primordiaux, bah on meurt au bout de 13 ans, donc c'est normal qu'il faille trouver un remplaçant, mais c'est pas le seul. D'ailleurs ce corps il a l'air assez sympa, mais il y a 4 remplaçants. Et on l'apprend là, 4 enfants qui vont peut-être remplacer le titan cuirassé et qui se battent pour sa place. Apparemment ça se fait par rapport à des évaluations et même si j'apprécie énormément Falco, franchement ce personnage je l'aime bien, tu vois, il a sauvé un ennemi et même s'il s'en prend plein la gueule parce que cet ennemi il l'a dit, genre me touche pas sale démon, c'est vraiment choquant, comme quoi c'est pas juste le peuple de Mars qui déteste les Eldiens mais tout le monde. Et plus tard dans l'épisode quand tu vois les titans arriver, tu comprends pourquoi. Bon, bref, Gabi, je pense que c'est la seule que j'ai vraiment retenue. Bah, c'est elle la meilleure, la mieux placée pour devenir le prochain titan cuirassé. Et c'est vrai que en soi, on nous parle en vrai de ses résultats, de ses aptitudes, mais surtout que ce qui est le plus important, c'est sa dévotion. Et ce qu'elle va faire, c'est une mission suicide pour sauver 800 des Eldiens qui devaient être envoyés en chair à canon. Elle va venir, elle va lancer une bombe et c'était assez cool. Cette scène était pleine de tension. Franchement, je me suis dit que là, la saison, l'épisode en tout cas, était complètement réussi parce que il y avait beau n'y avoir aucun titan, j'étais vraiment à fond. Parce que c'est vrai, les chars blindés des ennemis, en fait, peuvent combattre les titans. C'est un truc de malade. Mais maintenant, les titans peuvent être combattus facilement
facilement. Et le but de Gabi, en fait, vu qu'elle a grandi un petit peu comme le père d'Eren, endoctrinée dans tout ce qui est guerre contre les Eldiens c'est le démon, bah son but c'est juste de détruire l'île du paradis pour tuer les vrais méchants Eldiens, comme Reiner et Bertolt qui avaient vraiment la haine contre les gens de l'île du paradis. Et grâce à la réussite de Gabi, ils vont pouvoir lâcher 2 titans. Le titan mâchoire qui est en réalité le titan d'Ymir. Le titan qui ressemblait un peu à rien et que souvent les gens appelaient le titan dansant. Et là tu vois clairement il a une grosse mâchoire, une tête limite en squelette. Et le titan charrette qui est même pas un titan charrette mais plutôt un titan mitraillette là. Et tu vois qu'ils font énormément le taf malgré tout. Et s'il n'avait pas été déployé avant, c'est le général Margaret je crois qui le dit. C'est qu'ils sont trop précieux pour être perdus. Parce que je vous rappelle que si un titan meurt comme ça, un des 9 primordiaux, bah il se réveille dans n'importe quel corps et ça peut revenir à l'île du paradis. Donc non, il faut qu'ils conservent leur force. Et la partie la plus ouf, c'était bien évidemment la partie avec le dirigeable. Un dirigeable où se trouvent Sig et Reiner et beaucoup de personnes qui ont l'air un petit peu droguées. Normal puisqu'elles vont complètement mourir en se transformant en titan puisque Sig va les lâcher et les transformer et ils vont tomber sur le champ de bataille. Et je trouve que cette scène est très parlante. Parce que malgré tout, malgré que ce soit la guerre et qu'on ait vu que ce soit déjà horrible, bah quand les titans arrivent, c'est encore pire. Et tu te rends compte que ça, c'est vraiment des monstres. Et d'un côté, bah, tu les comprends, les gens qui les considèrent comme les démons, enfin comme des démons, les Eldiens, parce que quand tu vois ça, quand tu vois des titans en train de manger des gens, c'est vraiment pire que de voir quelqu'un se faire fusiller. Enfin, c'est juste monstrueux. Puis là, il y a Reiner qui est arrivé. Franchement, je pense que c'est la première fois que Reiner, il a une transformation comme ça. Elle était juste magnifique. Franchement, cette scène était excellente. Quand il est tombé du dirigeable en se transformant en titan, c'était la première fois que le cuirassé était aussi lisse. Il était magnifique. Et quand il a attaqué, c'était fou. L'animation quand il a couru avec sa main pour balayer le mur, mais c'était un truc de malade. En plus, on nous montre bien que le personnage est encore hanté par ce qu'il s'est passé sur l'île du paradis, puisqu'en voyant le mur de protection du Moyen-Orient, bah, il va repenser au mur de Shiganshina ou n'importe quel mur, les murs de l'île du paradis. Mais c'est là où on en vient à un point essentiel de l'épisode, c'est de montrer que les machines maintenant peuvent concurrencer les titans, puisqu'il restait en réalité un autre char blindé et il va carrément dégommer le bras de Reiner. Heureusement, il va réussir à reprendre le vieux char qui était tombé et se protéger avec et réussir à repousser l'autre char, sauf que voilà, franchement, ils ne font plus le poids et c'est montré d'autant plus que quand Sig va arriver en tombant en plein d'ab, il va faire du jamais vu. Parce qu'ok, il lançait des cailloux sur l'île du paradis. Mais là, il va carrément faire un lancer d'obus sur une marine. Sauf qu'ils vont riposter. Et au moment où il va être sur le point de mourir, bah Reiner va le protéger. Là, c'est vraiment un gros doute sur le personnage de Reiner. Mais Sig va quand même réussir à s'en occuper. Franchement, il a été juste héroïque, Reiner, cet épisode. C'est un truc de fou parce que cet épisode, il est vraiment déstabilisant. Revoir Reiner et le considérer comme un héros, parce que moi, ça m'a fait ressentir les vibes du début où tu voyais Reiner et tu te disais, c'est vraiment un bon. Bah là encore, on le ressent alors qu'il a fait des choses atroces et on l'a vu. Là, on se retrouve vraiment dans l'autre camp. Et c'est vrai, même si il est potentiellement mort, en soi, c'est pas forcément grave, puisque voilà, on nous a présenté ses successeurs. Mais voilà, j'attends de voir la suite, voir s'il y a un flashback et tout, parce que il ne peut pas juste nous quitter comme ça. Et la fin de l'épisode va être assez étrange, parce qu'on va voir un personnage lire le journal, alors qu'ils ont réussi à combattre les ennemis du Moyen-Orient. Il y a eu un accord bilatéral, comme quoi la guerre, maintenant, c'est plus juste la solution, c'est aussi de trouver des accords. Donc peut-être que SNK va se terminer sur un bout de papier. Peut-être bien. Mais ce personnage, il est assez étrange. Au début, je me suis dit, ah mais il ressemble énormément à Kenny, sauf que Kenny est mort. Donc à qui il pourrait ressembler? Bah peut-être à Jean, parce qu'il a la même couleur de cheveux. Et c'est vrai, vu que là, ça fait que depuis quelques années qu'on les a quittés, au moins 3-4 ans, alors c'est tout à fait possible. Au passage, si vous avez suivi la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, il va y avoir des reviews de SNK. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le dimanche soir ou le lundi matin ou même le lundi après-midi.
Au final, cet épisode, il apportait beaucoup d'informations d'un coup. Et de la même manière que Falco était déstabilisé à cause sûrement d'une bombe en début d'épisode, bah nous aussi, on se retrouve totalement déstabilisé. Aussi, la musique est déstabilisante et on se retrouve totalement dans un autre camp. C'est pour ça que ce qui devrait suivre maintenant, c'est une exposition, une explication un petit peu de tout ça, de qui est qui. Une exposition après l'action. En tout cas, Mappa a fait un taf juste excellent. Les scènes étaient juste ouf et ça donne juste envie de voir la suite. En plus, dans l'ending, on voit que c'est Falco le personnage central, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer par rapport à lui. Franchement, il semble être le personnage principal sur lequel on va se centrer durant ce début de saison. Par contre, Gabi, elle a l'air un petit peu trop sûre d'elle et j'ai un petit peu du mal à saquer le personnage pour l'instant, mais on verra tout par la suite. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si vous êtes fan de Shingeki no Kyojin. Et chaque semaine, il y aura une review. Je posterai un commentaire. N'hésitez pas à me dire quand vous voulez la review. En tout cas, en attendant la très longue semaine d'attente qu'on va avoir, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.